Alors on va encore monter d'un cran et aller maintenant à la hanche. Alors c'est quelque chose qui est déjà beaucoup moins diffusé. Mais on a la chance que Thierry Boyer vienne nous présenter son expérience qui est immense dans ce domaine. Thierry Boyer qui est aussi ancien président, donc vous avez la chance d'avoir beaucoup d'anciens présidents ici aujourd'hui. Et c'est Henri Dorfman qui fera le commentaire après cette présentation. Merci encore Thierry. Messieurs les académiciens, merci pour votre invitation. On est effectivement très honorés d'être là aujourd'hui. Donc l'arthrose de la hanche, effectivement, est quelque chose de beaucoup moins bien diffusé et ça commençait très mal. Ça commençait très mal parce que Burman, en 1931, avait fait donc une belle revue des possibilités sur le cadavre d'exploration des articulations et avait conclu que la hanche n'était vraiment pas l'articulation qui se prêtait à cette endoscopie. Il a fallu attendre 81 pour que Lenny Johnson montre les possibilités d'entrer dans la hanche sur une table de traction. Et c'est cette publication de Lenny Johnson qui a inspiré mon ami et maître Henri Dorfman pour se mettre à l'arthroscopie de la hanche. Et nous avons fait ensemble les premières arthroscopies de hanche à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, où il était chef de service, avec un duo qui est resté fidèle pendant de très très nombreuses années. Donc nous avons fait ça en 83. Et en France, pendant ce temps-là, notre ami Bruno Leclerc et Jacques Béguin publiaient les premiers cas français d'exploration sous traction et en même temps d'ailleurs les premières complications de compression du nerf pudendal par la compression due à la traction. À l'étranger, John Glick montrait également les possibilités d'arthroscopie de hanche profonde, coxofémorale, avec une traction, le patient étant positionné en décubitus latéral avec des voies sus-trochantériennes, moyennes, antérieures et postérieures. En 88, Henri Dorfman présentait notre technique d'approche antérolatérale avec, comme vous le voyez là, des possibilités sur la diapo suivante, on va le voir, et donc publication de cette voie par Henri dans cette année 88. Voici donc les voies que nous utilisions. C'est des voies qui étaient à la hauteur du trochanter, vous voyez, on tirait une ligne horizontale du trochanter, on tirait une ligne verticale pour éviter tous les éléments nobles de la partie interne, et on se positionnait là avec une vue qui permettait d'avoir accès à la partie périphérique du col, et il était hors de question de rentrer dans la coxofémorale, on restait périphérique, et on faisait une deuxième voie en dessous, là, verticalement, qui permettait, vous le voyez ici, d'entrer des instruments et de pouvoir, avec cette technique, explorer le compartiment périphérique, et uniquement le compartiment périphérique. Mais grâce à ça, on pouvait faire des gestes, et vous voyez ici, par exemple, dans des cas de chondromatose, comme vous le voyez sur cette image là-haut, ou bien pour explorer ici un psoas qui est accessible par la voie articulaire. Vous voyez ici le tendon du psoas qui, dans une déhiscence de la paroi, est mobilisable en dynamique, eh bien, on pouvait faire des gestes qui étaient intéressants par cette voie. C'est la chondromatose qui nous a beaucoup retenu notre attention, parce que notre formation de rhumatologue nous donnait accès à tout un recrutement de rhumatologie et de chondromatose, avec, vous voyez ici, cette image, par exemple, de compartiment périphérique, où on voit dans le récessus les chondromes qui viennent gentiment se positionner, et avec notre deuxième voie, eh bien, on entrait des instruments, des pinces, et on venait retirer un par un, ou avec des canules, les corps étrangers pour libérer l'articulation, et on pouvait différencier les chondromes libres, faciles d'accès, faciles à retirer par des canules, des chondromes qui étaient attachés à la synoviale, beaucoup moins rigolos, et des chondromes incrustés qui échappaient totalement aux possibilités thérapeutiques par arthroscopie. On n'était pas regardant sur la taille des chondromes, dans des cas tout à fait exceptionnels. Je crois que ce sont des cas qu'un rhumatologue rencontre une fois dans sa vie, et encore s'il a de la chance. Mais comme on recrutait sur toute la France, on en a collectionné une bonne quantité, et on pouvait, vous le voyez ici, retirer des quantités phénoménales de corps étrangers,
avec ici des corps étrangers qui encombrent intégralement la cavité articulaire, et on va petit à petit retirer les premiers, se faire une plus belle chambre de vision, et après, plus ça avance dans l'intervention, plus c'est facile, puisqu'on a plus de recul. C'est le début qui est difficile. Voilà, et puis arrive la deuxième période où, vers les années 92, on commence à s'enhardir un petit peu et à tirer sur la hanche pour entrer dans ce fameux compartiment coxo-fémoral qui jusque-là nous avait tout à fait échappé. Et bien évidemment, on a dû laisser des quantités incroyables de chondromes dans le compartiment profond, puisqu'on s'intéressait à l'époque qu'au compartiment périphérique. Donc là, on a commencé à faire cette traction et on faisait des arthroscopies en 2 temps, avec un premier temps périphérique, on connaissait bien, et puis un deuxième temps profond en tirant sur la hanche avec ampli de brillance, on distractait et on entrait dans le compartiment profond, et on pouvait à ce moment-là voir, par exemple, une rupture du ligament rond ici. On pouvait voir des synovies nodulaires, des tumeurs synoviales dans le fond du cotyle. Ça, c'est la fovea. Ça, c'est le cartilage du cotyle. Ça, c'est la tête fémorale. Tout ça, c'est la fovea et la tumeur qui est ici. On pouvait aller voir les chondromes à la face profonde de la coxo-fémorale, les visionner et bien entendu les retirer avec l'aide de canules, de pinces ou d'instruments adaptés. Et puis arrive la période suivante, la période 3, on va dire, avec l'arrivée, avec Reinhold Gans, de la notion de conflit, ou la redécouverte du conflit fémoro-acétabulaire. Donc cette notion qu'il n'y a pas seulement les dysplasies, mais qu'il y a des dysmorphies de la tête, et que ces dysmorphies vont être des éléments, surtout chez les jeunes et chez les sportifs, des éléments très importants dans la genèse d'une arthrose, d'une coxarthrose. Gans faisait ses gestes à ciel ouvert, recalibrait bien sa tête fémorale et considérait l'arthroscopie comme une technique mineure et qui n'avait pas de place tellement pour cette intervention. Frédéric Laude, en France, a fait une technique mini-invasive. Il n'avait pas encore passé le pas de l'arthroscopie, mais il faisait une technique un peu un mini-uéter, permettant de faire ce geste sous une technique mini-invasive. Et puis enfin est arrivée l'arthroscopie, et grâce d'une part à l'habileté des arthroscopeurs, mais également amélioration technique, arthroscope incliné à 70 degrés, permettant d'avoir une vue très latérale et permettant donc d'avoir accès à des zones qu'on ne pouvait pas bien voir avec l'arthroscope traditionnel à 30 degrés de fort oblique. Des instruments cannulés, c'est très important. Vous voyez cet instrument ici. On a d'abord mis une aiguille dans la hanche, puis on a introduit le guide en rétinol, et puis ensuite on glisse sur le guide le mandrin de l'arthroscope. Ça facilite énormément la pénétration dans l'articulation, et surtout, ça permet de conserver la voie d'entrée et donc de ne pas la perdre à chaque fois, et donc d'avoir des gestes beaucoup plus longs, puisqu'il faut à chaque fois retrouver la voie, on risque de se perdre dans les tissus. Là, on avait toujours la voie à disposition. Ça a beaucoup amélioré notre technique. Et puis donc, l'arthroscopie a fait un boom incroyable, puisque maintenant, on a des quantités assez phénoménales d'indications, surtout outre-Atlantique, où ça a pris une proportion très importante, beaucoup plus rapide qu'en France. Voici ici... Très bien. Pardon. Et voici ici, donc, au niveau de l'International Society for Hip Arthroscopy, que nous avons organisé à Paris en 2011, eh bien, nous avons ici tous les ténors de l'arthroscopie de hanche et du traitement du conflit, avec Hassan Sadri, qu'il faut mentionner, parce qu'il a été probablement le premier à faire cette technique sous arthroscopie, je crois que c'est lui qui est là, avec Richard Villard, qui a un très grand rôle dans l'enseignement de la technique, que vous voyez ici, avec Marc Philippon, là, qui travaille à Vail, dans le Colorado, et qui est une expérience très très importante, avec John McCarthy, qui est ici, et qui est lui aussi une expérience tout à fait importante, Michael Bird, le plus grand ici, qui est lui aussi aux États-Unis, et Thomas Sampson, qui est là, Michael Dienst en Allemagne, qui a repris d'ailleurs la technique que nous avions proposée avec Henri Dorfman de technique périphérique, et qu'il a publiée de façon assez importante et diffusée de façon très importante. Donc ce conflit, eh bien, puisque nous avons ici beaucoup de chirurgiens du Mou, on rappelle que le conflit, eh bien, c'est une malformation, une déformation, en tout cas une dysmorphie
de la tête fémorale. Cette tête fémorale qui devrait être ronde est bossue. Vous voyez ici cette bosse-là et cette bosse-là. Et cette bosse va, lorsque on se met en abduction ou en rotation interne et flexion, va venir mal se positionner dans la cavité cotyloïdienne et va créer des dégâts à la fois du bourrelet cotyloïdien qui entoure le cotyle et sur le cartilage. Et vous voyez ici l'effet cam. Vous voyez ici, quand vous montez votre tête du fémur, eh bien, la cam, c'est-à-dire que la partie ici qui est saillante, va venir décrocher, abîmer le bourrelet et va faire des ravages au niveau du bourrelet et du cartilage adjacent. Sous arthroscopie, on peut explorer de façon dynamique. Voici une tête normale qui ne va pas déformer le bourrelet lorsqu'on la fait fonctionner, alors que sur l'image suivante, lorsque vous faites ce mouvement, eh bien vous allez voir le bourrelet qui vient se déformer. Vous voyez, au passage de la tête, le bourrelet se déforme. Et là, on va avoir une très grande précision sur la position de la déformation en cam qu'il faudra resséquer. Les lésions par effet cam sont, vous le voyez ici, pour commencer, une lésion de la jonction entre le bourrelet que vous voyez là et le cartilage. Il commence à se décrocher par le passage de la cam. Vous voyez ici cette image-là. Ça, c'est le moment idéal pour intervenir, parce qu'il n'y a pas encore de dégâts. Et puis après, eh bien, ça va beaucoup s'altérer. Vous avez ici une image de vague, c'est-à-dire que le cartilage, vous voyez, vient se déformer parce qu'il a été laminé par le passage de la tête fémorale. Là, vous mettez un shaver avec une aspiration et vous voyez que le cartilage ne tient plus du tout sur le fond du cotyle, puisqu'il est détaché. Et ici, c'est une catastrophe, puisque le cartilage s'en va en morceaux et vient faire ici un énorme clapet qui vient se retourner dans l'articulation. Dans l'effet cam, après, les dégâts se continuent et vous avez ici des grosses lésions du bourrelet et de la cavité articulaire. Et ici, vous voyez ce gros clapet retourné. Le traitement de la cam se fait donc par l'introduction d'une fraise qui va permettre de raboter, vous le voyez, cette cam et recréer un arrondi et un offset, comme on dit, une dépression de la lésion. L'effet pince, eh bien, c'est le contraire. C'est une cotyle qui est trop couverte et il va y avoir une butée qui va se faire contre le col. Vous voyez ici ce passage. Et là, vous allez avoir un écrasement. Ici, vous allez avoir un écrasement du bourrelet par le passage en effet cam. Et on pourra, à ce moment-là, avoir un traitement de cette cam par résection du débord osseux du cotyle et souvent détachement du bourrelet, résection osseuse, puis rattachement du bourrelet par des petites encres, comme on les fait facilement maintenant sous arthroscopie, et on va donc resuturer le ménisque une fois la partie saillante du cotyle resséqué. Quels sont les inconvénients de cette technique arthroscopique? Eh bien, c'est la durée de traitement qui est assez longue, surtout au début, et une courbe d'apprentissage d'ailleurs qui est assez longue, et une risque de compression donc, du nerf périnatal par l'appui, d'où même parfois des artifices comme Hassan Sadri qui a proposé un fixateur externe pour éviter l'attraction par compression périnéale. Et puis la capsulotomie large nécessaire pour faire un beau geste avec le risque d'instabilité, et la réparation capsulaire est un sujet d'actualité dans la dernière société d'arthroscopie récente. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé avec Alexis Nogier une technique personnelle française avec pas d'irradiation, pas d'ampli de brillance, décubitus dorsal, et on aborde par la voie périphérique, et c'est sous contrôle visuel que l'on va faire cet abord. On va tourner autour de la hanche avec le 70 degrés, faire une capsulotomie et pénétrer, vous allez le voir, dans la hanche avec sous contrôle, sans avoir besoin d'avoir affaire à l'ampli de brillance. Finalement, quelles sont les indications actuelles de l'arthroscopie de hanche? Eh bien, c'est après confrontation clinique et de l'imagerie. Eh bien, parfois, le diagnostic est déjà bien établi et on fera un conflit. C'est donc 90% des cas l'indication reine aujourd'hui de cette arthroscopie de hanche. Les chondromatoses, qui sont une très bonne indication lorsque les chondromes sont libres, mais qui est une indication évidemment assez rare vu la rareté de la maladie. Les tumeurs synoviales de type SVN, les sepsis bien sûr, heureusement c'est rare. Et puis il nous reste quand même quelques cas où la hanche est mystérieuse, des douleurs avec test anesthésique positif qui
permet de rechercher des ressauts, des blocages. On trouve parfois des lésions du ligament rond, parfois des lésions du psoas, parfois des corps étrangers petits qui avaient échappé à l'arthroscopie, à l'endoscopie et à l'imagerie. Et puis, un débat également qui est les évaluations sur hanches prothétiques, où on a dans ces hanches prothétiques douloureuses et qui restent mystérieuses, des possibilités endoscopiques pour rechercher une cause à cette lésion. Cette évaluation donc permet de faire cette arthroscopie dans de bonnes conditions avec des indications bien ciblées. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thierry. Henri, tu peux venir au micro pour donner quelques mots commentaires. On a donc la chance d'avoir ici des pionniers de l'arthroscopie de hanche qui a pris un essor considérable. Pour vous donner un exemple, auparavant, dans notre congrès, on consacrait quelques minutes à l'arthroscopie de hanche. Maintenant, on y consacre quasiment une journée entière avec des communications, des techniques, des enseignements spécifiques. Donc c'est devenu vraiment un domaine très très important de notre spécialité. Henri ? Bon, dans le bref temps imparti, évidemment, Thierry n'a pas pu développer les difficultés qu'on a rencontrées pour arriver à ce stade. Maintenant, je voudrais faire un peu comme Philippe Beaufils, il ne faut pas tomber dans l'excès de la mode. Lorsque le conflit est arrivé, nous-mêmes, on était plus que réticents. On avoue qu'on est obligé de faire marche arrière pour dire oui, ça existe, oui, on peut le reconnaître, oui, on peut faire quelque chose. Mais je crois quand même qu'il va falloir que d'autres études viennent bien préciser, parce qu'actuellement, il n'y a quand même que quelques pionniers et, j'oserais dire, presque auto-intoxication quand on est en circuit fermé. Ceci étant, je pense que l'arthroscopie de la hanche a quand même des services à rendre et qu'elle a été quand même très négligée en France. On a pris du retard par rapport à d'autres pays, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire pour bien établir les choses. Je pense que tu es d'accord, Thierry. Enfin, je te laisse. Oui, on a effectivement beaucoup douté au début et j'avais mis à l'ICHA Paris 2011 un sujet qui avait été conflit fémoro-sabulaire, mythe ou réalité. Et je me suis fait allumer gravement par les Américains qui m'ont comparé ça, je ne sais plus par quelle métaphore, à des banques suisses, en m'expliquant que c'était une évidence et qu'on ne voyait pas très bien pourquoi la question était posée. Bon, donc nous, on doutait quand même assez fortement parce que entre l'arthrose, le début, les ostéophytes, grossièrement, on avait du mal un petit peu à trouver la raison du conflit. Mais maintenant, avec l'expérience, on s'est aperçu que ça n'avait aucun rapport avec l'arthrose. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même population. Il n'y a pas de chevauchement du tout. C'est-à-dire qu'on parle d'arthrose généralement quand même après 50 ans, grossièrement, enfin l'exception, mais enfin grossièrement. Hein. Là, on parle de gens de 25-30 ans qui font des sports de combat, qui font du football, qui font des sports à risque, des sports à grande amplitude de jambes, des sports où ils vont venir taper leur bourrelet contre le col fémoral ou contre la came. Et donc, on est confronté à un problème tout à fait différent, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes de 25 ans, 30 ans, qui ont des déformations de la tête fémorale importantes, qui commencent visiblement à avoir mal et à déformer leur articulation du point de vue arthrosique. Et qu'est-ce qu'on en fait? On peut quand même pas leur faire des prothèses à 25 ans, ou en tout cas c'est difficile. Donc on est quand même très gêné, on les traite médicalement. Et donc c'est là qu'on est bien obligé de reconnaître qu'il y a vraiment un créneau. Évidemment, ce créneau, il est particulier, puisque c'est des gens jeunes à activité sportive particulière, mais ce créneau existe, et il est très très intéressant et important pour ces jeunes qui ont souvent des carrières sportives devant eux et qui, en tout cas, adorent pratiquer leur sport et ne veulent pas y renoncer. C'était important que tu reprécises que j'avais mal entendu le fait qu'ils soient jeunes et que ce soit des sportifs. C'est ça. Je rappelle qu'on n'a pas fait le diagnostic, mais c'était un but international qui avait attiré notre attention sur ces lésions du cartilage qu'on avait mal interprétées à l'époque, mais qu'on avait bien vues. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, comme vous l'avez fort bien dit, cette question de l'effet cam ou l'effet pince de Gans, c'est quand même très discuté dans les milieux orthopédiques, a été difficilement admise et même toujours pas admise par certains. Alors, ce traitement arthroscopique, je t'ai confié quelques cas, donc j'y adhère tout à fait. Ce que j'aurais aimé entendre, c'est quelques résultats quand même, parce que
Je sais bien que vous n'avez pas beaucoup de recul pour les résultats à distance, mais pour les résultats immédiats, quel est le taux d'amélioration, les possibilités de reprise des sportifs, combien de temps après l'opération, parce que c'est quand même important. Est-ce que certains ne continuent pas à souffrir? Et puis, est-ce que c'est pas un peu arthrogène à distance, si vous avez déjà quelques résultats sur plusieurs années? J'aimerais entendre un petit peu plus de précision sur tout ça. Alors, première chose, c'est long. C'est long, c'est très long. Pour la reprise du sport, il faut bien avertir les patients que c'est pas quelque chose qui va jouer sur 1 mois ou sur 2 mois. La reprise d'activité pour les sports de combat, c'est au moins 6 mois et on peut espérer une amélioration encore pendant 1 an. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Pour ce qui est du taux de résultat, comme tu peux l'imaginer, c'est très difficile parce qu'il y a encore peu de recul, que les séries américaines sont souvent ouvertes et avec, disons, on peut dire parfois quelques doutes sur ces résultats. Disons que, grossièrement, ils affichent tous des résultats autour de 80% de bons résultats à 1 an, mais je t'avoue que je suis un petit peu réticent et que, en ce qui me concerne, j'ai pas 80% de bons résultats. Ça, c'est tout à fait certain. Les complications, elles sont essentiellement dues à la compression du nerf pulnatal qu'on peut vraiment éviter par des améliorations techniques et par l'expérience parce qu'on fait des gestes qui sont beaucoup plus courts. Donc, on n'a plus trop ce problème-là, mais il faut bien savoir que c'est long et que c'est donc avec des résultats qui sont pas du tout à 100%. Ça, on en est très loin, c'est tout à fait certain. Mais par contre, on est à peu près sûr que quand on laisse évoluer ces lésions, on est à peu près à 100% de mauvais résultats. Ça, c'est certain. Mon cher Thierry, je te remercie de ton exposé. Je te félicite pour ta sagesse dans ce sujet. Je voulais savoir, tu en as parlé, mais quelle est ton expérience de l'utilisation de l'arthroscopie de l'hanche dans les sepsis? Moi, je n'ai pas d'expérience dans la sepsis, j'allais dire sur hanche, sans prothèse. Mais j'ai eu l'occasion de nettoyer, ou avoir l'impression au moins de nettoyer, un certain nombre de prothèses qui étaient destinées à être reprises pour des raisons infectieuses et qui, associées à un traitement médical, ont parfaitement évolué ensuite grâce à une arthroscopie. On arrivait à nettoyer de façon très complète l'articulation. Je ne peux pas avoir une idée scientifique là-dessus parce que le nombre est trop restreint. Mais est-ce que tu as une idée sur les perspectives que ça peut avoir? Disons que de toute façon, moi j'ai eu une expérience très limitée dans ces sepsis. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois des arthroscopies sur des sepsis non prothétiques, chez des jeunes, avec essentiellement le but d'abord confirmer, de faire des prélèvements, ce qui n'était pas toujours facile par l'extérieur, et puis de faire donc un nettoyage, un lavage, exactement comme on le fait pour le genou, qui fait partie du traitement du sepsis. Alors c'est évidemment moins répandu à la hanche parce que on n'est pas très nombreux à pouvoir faire ce geste d'endoscopie, mais je pense que ça doit faire partie de l'arsenal thérapeutique en cas de sepsis, de laver, nettoyer l'articulation en même temps que le traitement, bien sûr, antibiotique associé. Mais je n'ai pas de chiffres, de résultats précis à donner parce que j'ai une très faible expérience et que la littérature n'est pas très documentée sur ce point. Si je peux faire un commentaire à ce propos, c'est surtout que l'arthroscopie va permettre de faire une biopsie et d'avoir un examen bactériologique précis, et notamment d'identifier des germes qu'on n'identifie pas forcément sur une simple ponction. Donc c'est peut-être pas que l'arthroscopie qui agit. Dans ce cas, c'est l'association du prélèvement bactériologique de qualité qu'on a fait sous arthroscopie au traitement antibiotique adapté. Et c'est toujours difficile de savoir si le lavage a un rôle dans cette histoire ou si c'est les antibiotiques qui sont plus efficaces parce que mieux adaptés. Je sais pas si moi j'ai Thomas... juste un commentaire, puisque des infections on en traite quelques-unes, et autant sur articulation native, ça nous est arrivé de les laver sous arthroscopie quand ils n'étaient pas traités médicalement par les rhumatologues, parce qu'ils en traitent quand même beaucoup plus que nous médicalement, et quand ça se passe bien, ils ont des meilleurs résultats que nous, mais sous arthroscopie, une articulation native, une hanche, ça a son sens. Il faut se battre sur une prothèse, je pense qu'il n'y a vraiment pas la place, si ce n'est que de faire des prélèvements, d'attendre et d'attendre de changer la prothèse, parce que ça reste quand même la base du traitement. Jamais d'expérience sur prothèse de sepsis. Non, j'ai eu l'occasion de faire d'arthroscopie de hanche pour sepsis sur prothèse. C'est toujours sur des natives. Je n'ai pas d'expérience sur les arthrites septiques de hanche, mais la discussion que vous avez là me rappelle
ce que j'ai eu sur le genou, parce que, évidemment, moi j'ai eu un certain nombre d'arthrites septiques du genou à traiter. Et le temps essentiel dans le genou, et on ne voit pas pourquoi ce serait différent dans la hanche, c'est le délai. C'est-à-dire qu'évidemment, si on arrive très tôt et que tout est liquidien, il n'y a pas besoin d'arthroscopie, puisque avec les antibiotiques, on va y arriver. Mais dès qu'on a un peu de nécrose, un peu de saleté, etc., là, l'arthroscopie en elle-même va faire non seulement le lavage, mais va dégager l'espace permettant un meilleur accès pour les antibiotiques. Donc je dis ça par comparaison, hein, je n'ai pas d'expérience dans la hanche, mais je crains à vous entendre qu'on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire une question de délai. Thierry, j'ai une question, peut-être avec ton recul sur ces techniques. Si on prend un chirurgien lambda installé en province, qui a une patientèle, pour parler moderne, habituelle, il va faire combien d'arthroscopies de hanche dans son année? Il va peut-être en faire 3, 4. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il vaut mieux les confier à des centres spécialisés? Quid de l'apprentissage de cette technique? Parce que est-ce que ça vaut le coup de se former alors qu'on va peut-être pas en faire beaucoup? Je voulais avoir ton sentiment sur ce point de vue. C'est évidemment un vaste sujet qui dépasse le cas de l'arthrodonge, mais il est certain que c'est une courbe d'apprentissage long, pénible, difficile, et il faut vraiment être convaincu et avoir vraiment envie de se former. Donc il me paraît quand même probable que la meilleure solution, c'est des centres de référence. Et ce serait bien qu'il y ait des centres de référence dans chaque région pour ce type d'intervention. Mais en tout cas, certainement pas un orthopédiste lambda qui va en faire 2 par an et qui va forcément faire un geste mal adapté, pas complet, etc. C'est pour ça que j'ai arrêté l'arthroscopie de hanche. Thierry, tu as abordé la question rapidement, mais dans les conflits psoas-prothèse, maintenant la tendance est à couper le tendon du psoas par une petite incision chirurgicale. Est-ce que tu en as fait sous arthroscopie et qu'est-ce que ça donne? Oui, je t'avoue, j'avais un peu raccourci mon exposé parce que je craignais que l'arthroscopie sur prothèse entraîne des réactions un peu épidermiques. Mais c'est vrai qu'on nous le confie, donc c'est pas nous qui allons les chercher, c'est des collègues qui, embêtés par des douleurs persistantes et qui ne trouvent pas leur origine après tous les examens, scintigraphie, etc., nous ont confié des patients et avec comme but, effectivement, soit de resséquer un psoas qui vient frotter contre une pièce cotéoïdienne saillante, enfin mal positionnée ou en tout cas conflictuelle, et parfois découverte avec Alexis Dongier, avec qui je travaille et qui a une grosse expérience de prothèse, des fractures non diagnostiquées de pièces cotéoïdiennes ou des débords de ciment ou des fragments de ciment qui se baladent. Donc on a cette possibilité d'exploration sur des prothèses et on a, disons que j'ai fait une quinzaine de cas d'arthroscopie sur prothèse, voilà, avec ce genre d'indication. On voit aussi des choses, parfois des métalloses, bien entendu, on n'y fait rien parce qu'il n'y a pas grand chose à y faire, mais on comprend en tout cas l'origine de la douleur.